qui est plutôt particulier. Il a fait un cursus qui est très riche. Il a fait 3 facs. Il a fait une prépa, une école d'ingénieur, 2 facs à part. Et du coup, il va nous parler de tout son cursus. Salut Amine. Alors salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler, on a un invité qui est plutôt particulier. Il a fait un cursus qui est très riche. Il a fait 3 facs, il a fait une prépa, une école d'ingénieur, 2 facs à part. Et du coup, il va nous parler de tout son cursus. Salut Amine, ça va? Salut, salut. Comment vas-tu, Ayoub? Comment vas-tu, Ouais, Marc? ça va, ça va. Ça va super, merci. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est qu'avec Amine, on était ensemble en prépa, et c'est comme ça qu'on s'est connus. On a réussi à garder contact après en école d'ingénieur. Même maintenant, on fait à peu près le même métier. Et du coup, c'est plutôt facile de garder le contact. Et donc, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de comment tu as réussi à intégrer ton école d'ingénieur. Quelle prépa tu as fait? D'accord, Comment ça s'est passé? Ton cursus en entier. d'accord. Donc, peut-être que je vais commencer au tout début. Donc, j'avais fait un baccalauréat marocain. Et après, j'ai eu donc l'idée où j'ai choisi de postuler pour des prépas françaises. J'ai été pris dans un petit lycée. C'était le lycée Jean Bart à Dunkerque. Donc, c'est une petite prépa où il y a vraiment 2 classes, une classe en MPSI et une classe en PCSI. Moi, j'avais fait la MPSI puisque j'avais déjà fait un bac à option maths. Euh, Ma première année s'est bien passée et du coup à la fin de la première année j'ai pensé à changer de prépa ou faire un transfert vers une prépa qui est plus grande donc qui va m'aider ou me préparer mieux au concours des grandes écoles. Donc en fait j'ai postulé donc dans plusieurs prépas et là en fait j'avais en fait je m'étais connecté ou j'avais un compte sur un forum où j'avais posé la question et il y avait quelqu'un dont je tairai le nom qui m'avait répondu, qui m'avait indiqué que c'était possible de faire une deuxième année au lycée Pierre de Fermat à Toulouse en épée étoile, qui m'a filé le contact donc du prof principal qui était le prof de maths. Donc je lui ai envoyé un mail et ça s'est passé un peu comme ça. Il a répondu, il m'a demandé mes notes et après il a accepté de me recevoir pour ma deuxième année là-bas. D'accord. Donc après ouais pour parler un Ouais. peu de ouais Et juste, pour moi parler un j'ai peu une de la question. deuxième année c'est La prépa en première année, du coup, quand t'es arrivé, est-ce que, parce que j'entends moi souvent que le niveau de prépa et lycée, il est complètement différent. Est-ce que ça faisait face à tes attentes sur le niveau de difficulté par rapport à la terminale? En vrai, il y avait un certain niveau de difficulté, mais comme en fait, moi j'avais déjà fait un baccalauréat marocain, je crois en fait qu'on fait plus de maths au lycée, donc on a une certaine avance quand on arrive en prépa ici en France par rapport aux autres élèves, et ça permet en fait d'avoir des acquis et de en fait mieux comprendre ce qui se passe en cours, et d'avoir des facilités sans pour autant réviser ou avoir de longues révisions pour comprendre ce qui se passe. D'accord. Mais Mais après, ça se dilue en fait. Après, ça se dilue. Je pense qu'il y a ok. cet avantage qui existe au début n'existe plus vers la fin. Ok, mais la deuxième année, tu as dû quand même galérer, non? Au deuxième année, ouais, vraiment. Parce qu'en fait, c'était un passage très brusque. Comment Ah, dire? c'est très... Je faisais donc, j'étais donc dans ma petite prépa. Et moi, du coup, je suis pas un élève très, comment dire, euh, très académique. Je vais pas réviser tous les jours. Je travaille pas spécialement en fait ce qu'on fait en cours chaque semaine et tout. Et du coup, en deuxième année, j'ai dû peut-être un peu m'adapter, surtout les premières semaines où j'ai vu qu'il y avait une certaine hausse de niveau. Du coup, j'ai mis peut-être un peu plus de temps à rentrer dans le rythme de la deuxième année, mais vers la moitié de l'année ou la fin, je me sentais bien par rapport à ce qu'on faisait, je comprenais à peu près tout. Mais j'avais, en termes de travail chez moi, je pense que je travaillais pas trop, mais je conseille aux gens en fait qui ont le même parcours que moi de mieux travailler en fait chez eux et peut-être ça leur permettrait de combler quelques lacunes qu'on peut avoir. Donc, Ok, voilà. ok. En fait, je me souviens parce que la deuxième année, faut le dire quand même, la deuxième année, en tout cas à Fermat, en classe étoilée, c'est c'est une classe prépa où on fait énormément de hors programme, c'est-à-dire presque le double du programme. Si, je sais pas si tu es d'accord, Amine. Surtout en maths, Ouais, je c'est suis totalement d'accord.
Ouais, c'est invivable. Déjà, la deuxième année de prépa, c'est très compliqué. Mais déjà, le niveau moyen de la classe en deuxième année, il est incroyable. Les gens, ils sont monstrueusement forts. En plus, tout le monde comprend très, très rapidement. Tout le monde va vite. Tout le monde. Et le programme, il est tellement lourd. Et du coup, ouais, je comprends que le changement soit un peu brusque pour toi. Ouais, pour moi aussi, ça l'a été, tu te souviens. Mais Hmm. tu as réussi. Et du coup, t'as passé quoi comme concours si je me souviens bien, tu avais passé Centrale, les Hmm. mines et Donc, l'X, c'est en ça? fait, à la fin, j'ai passé Centrale, les mines et l'X. Si c'est vrai, je voulais passer aussi, mais je me suis dit que ça ferait trop, en fait. 4 semaines qui s'enchaînent où tu passes des concours. Peut-être qu'au niveau de la récupération et de la charge mentale, c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup. Du coup, j'ai décidé de passer que les trois banques principales, donc X, Centrale et mines. Moi, j'avais une question juste parce que moi, je connais pas trop du coup le système français post-bac en prépa surtout, et j'étais assez étonné le fait que c'était aussi simple pour toi ou pour un étudiant de changer de prépa et qu'il suffisait juste d'envoyer un mail à un professeur dans une autre prépa et qu'une fois qu'il avait accepté, du coup, c'était plus ou moins automatique pour toi de changer. C'est aussi simple que ça tout le temps ou c'était juste toi, c'était un cas spécial? En fait, je pense que ça dépend de la prépa aussi, parce qu'en fait, quand j'avais fait mes recherches, j'ai trouvé qu'il y avait certaines prépas qui demande en fait d'envoyer une lettre recommandée à la direction avec tous les bulletins de notes et une lettre de motivation Mhm. où on explique vraiment pourquoi ou quelles sont les raisons pour lesquelles on veut changer de prépa. Mais après, en fait, comme le prof principal en MP étoile, par exemple, c'est toujours le prof de maths ou le prof de physique, si tu as un contact direct avec lui, puisque c'est lui qui valide les dossiers à la fin, je pense que ça peut se faire assez automatiquement et plus fluidement que d'envoyer une lettre et d'attendre de recevoir une réponse dans un mois ou simplement ne jamais recevoir de réponse. Et ouais. Ok, Mais du coup, en fait, quand j'avais envoyé des mails, j'avais aussi d'autres lycées qui m'avaient accepté, mais j'avais déjà décidé d'aller au lycée Pierre de Fermat. Mais du coup, juste pour préciser, en termes administratifs, pour faire un transfert entre les 2 années, il faut faire signer un document de transfert à ton directeur de ta première prépa. Donc en fait, tu peux pas juste ne pas prévenir ouais. ta prépa et juste aller comme ça. Il faut quand même que tu ailles dans le bureau du directeur et qu'il te signe un certain document. D'accord, ok, je vois. Ok. Ok. Et en général, les gens disent souvent oui ou enfin tu connais un peu ou il y a des cas de refus? Euh, Moi, ouais, en fait, comme c'est généralement vers la fin de l'année, au système français, généralement, les directions, je pense que vers fin de juin, le directeur n'est pas trop disponible ou je sais pas. Mais moi, en fait, j'avais de la chance parce que c'était son dernier jour, je pense, d'activité. Et du coup, il m'a en fait posé certaines questions pour voir si, pour s'assurer en fait que mon projet académique tienne la route. Et après, comme c'était ma volonté, il a décidé de signer. Ok. Et généralement, si je peux ajouter quelque chose là-dessus par rapport à ta question, tu demandais s'il y avait des cas de refus. Il y a beaucoup de profs, soit les profs, soit la direction, qui veulent pas que tu partes dans le cas où tu as de très bonnes notes. Par exemple, si tu es dans une petite prépa, je pense que c'était son cas. Si tu es dans une petite prépa et que tu Après, ouais. surnages un peu sur la classe, les profs ne veulent pas que tu partes parce que si tu restes dans la prépa, tu vas avoir une bonne école et ça va gonfler les statistiques du lycée. Alors que si tu pars, ça va gonfler les statistiques du lycée d'accueil. Et ils veulent, parce ils ont l'impression d'être trahis parce qu'ils t'ont formé la première année et toi tu pars la deuxième année. Mais Ouais, après, je suis un si peu tu restes, d'accord, ouais. En fait, ouais. t'es d'accord, ouais. C'est la même chose, ouais. En fait, comme en fait il y a les concours qui arrivent en deuxième année, c'est comme en fait si t'es un coach et que tu prépares genre un boxeur ou un joueur hyper fort, mais après il te quitte pour un autre coach ou un truc Ah comme ouais, ça. Ouais, moi je comprends en fait l'avis des profs qui pensent comme ça, mais en fait ouais. à la fin le but c'est si t'as un but bien précis, parfois tu es obligé de prendre ce type de décision. Ouais. Après. Ouais, t'es obligé de laisser un peu des émotions de côté quand il s'agit de ça. Et il y a un truc que j'aimerais rajouter par rapport à ça, s'il y a des gens qui sont J'aimais bien en fait intéressés. les profs que j'avais. Non, Je ils trouve en sont fait que hyper j'aimais bien les sympas. profs que j'avais. Et c'était vraiment des bons profs. Ouais. Non, en vrai, dans les petites prépas, c'est pas forcément de mauvais profs. C'est, à la limite, je trouve que l'accompagnement, il est beaucoup plus personnalisé. Plus qu'en grande Ouais, en fait prépa, c'est ça. que dans les grandes prépas où t'es parfois largué et où c'est soit tu marches, soit tu crèves. C'est exactement ça. Et juste par rapport à ce point, c'est pour ça qu'on a dit dans la dernière vidéo qu'il fallait être en bon terme avec les profs. Parce que
dans mon cas, en première année, les profs, même s'ils ne voulaient pas que je parte, ils m'ont quand même fait des lettres de recommandation. Ils sont très professionnels là-dessus. Je ne sais pas si tu en avais eu aussi, Amine. Non, pas spécialement. En fait, pour moi, Pas ça très s'est bien. enchaîné très rapidement. J'avais même pas pensé à faire ça. Ok, ok. Ouais, c'est cool du coup. Tu avais d'autres questions sur la prépa? Non, en prépa, du coup, si j'ai bien compris, tu as fait la première année, c'est une classe normale, et la deuxième année, tu peux passer en classe étoilée ou non étoilée, si j'ai Non bien étoilé, compris, c'est ouais. ça. Et du coup, C'est étoilée, ça, c'est ouais. juste la première moitié de la classe qui Exactement. passe en passe étoilée, en classe étoilée. Ouais. Et tu peux faire ça d'une autre En fait, prépa hmm, ok. Pour le faire d'une autre prépa à la prépa, il faut soit que ton lycée de sup soit très bien classé et du coup, et que tu sois bien classé dans le lycée pour que tu passes en classe étoilée ailleurs, soit si tu es dans une petite prépa, ce qui était un peu notre cas à tous les deux, il faut que tu sois premier et de loin. Il Ok. faut vraiment performer pour pouvoir changer de prépa facilement. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que tu as eu le concours central, tu étais admissible, je me souviens, à Centrale Paris, tu étais admissible partout. Et après avoir passé, à part peut-être Polytechnique, si je me souviens ouais, bien. Luc, je pense que je l'avais raté d'un demi-point, en fait, de moyenne, Ouais, je en me termes souviens. d'admissibilité. Grosse Mais, frustration. mais après, je pense pas que j'aurais, je pense pas que ça serait passé au niveau des euros. Du coup, Ah, pas de les regret euros, c'est de ce compliqué. côté-là. Non, tranquille, tu as eu Centrale Lille. Centrale Lille, c'est une très bonne école et en plus, tu as réussi à faire l'un des meilleurs masters de finance. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de Centrale Lille, comment ça se passe au niveau des cours, de l'ambiance, tout ça. Comment ça se D'accord, ok. passe? Du coup, ouais, comme tu l'as bien précisé, j'ai fait l'école centrale de Lille après ma prépa. Et donc, en fait, quand tu arrives à l'école centrale de Lille, c'est un cursus d'ingénieur, donc un cursus classique sur 3 années. Après, avec des options, si tu veux faire des doubles diplômes ou des trucs comme ça peut aller jusqu'à 5 ans. Mais pour vous parler un peu peut-être de ma première année et comment j'ai pu intégrer l'école et quel était mon ressenti de ce côté-là. Au début, en fait, tu as ce qu'on appelle des starting blocks. En fait, les starting blocks, c'est quoi? C'est 8 semaines où le but vraiment, c'est de s'intégrer avec les nouveaux élèves de l'école. En fait, t'es affecté à un certain thème. Il y a plusieurs thèmes. Il y a des thèmes de technologie, il y a des thèmes environnement, énergie renouvelable. En fait, c'est des thèmes où tu vas travailler sur des projets et avec un groupe de personnes que tu connais pas au départ et qui va en fait où tu auras aussi des enseignements plutôt techniques pour voir en fait si tu vas rapidement assimiler ce qu'on te demande en fait de comprendre. Mais avant ça, donc après ou plutôt en fait en même temps que le starting block commence ce qu'on appelle le tronc commun. Le tronc commun, c'est donc des électifs disciplinaires qui sont faites comme à tous les élèves ou que tous les élèves de la première année vont devoir prendre. C'est plutôt de l'analyse d'ingénieur, donc des cours de maths, de la physique moderne et d'autres cours dans ce sens-là. Et donc, par rapport à ça, je trouve en fait que c'est, en termes d'intégration, c'est bien qu'ils aient pensé de faire ou de consacrer les 8 premières semaines à ce type de cours. Parce que ça te permet vraiment de découvrir l'école d'ingénieur et les personnes avec lesquelles tu vas passer les 3 prochaines années. Et du coup, moi j'ai une question parce que du coup, est-ce que c'est-à-dire que tu rencontres, enfin, tu restes avec un groupe en particulier pendant ces 8 semaines ou c'est vraiment tu mixes comme dans les universités en France ou à Hmm, l'étranger ou tu rencontres le ouais. plus de En, gens possible? en fait, tu vas pas rester, par exemple, dans le même groupe de travail, par exemple, un groupe de 4 personnes, mais tu vas rester dans un même groupe de 20 personnes à peu près qui sont affectées au même thème que toi. Donc, par exemple, si tu es dans le thème, je sais pas, je dis une bêtise, si tu es dans le thème énergie renouvelable, ben, tu vas suivre ces enseignements pour les 8 prochaines semaines avec un groupe donc qui bouge pas, mais tu pourras être amené à travailler avec d'autres personnes du même groupe. D'accord. Et du coup, ça veut dire que après, c'est quand tu parles de thème, c'est-à-dire que tu n'as que des cours sur ce thème-là et tu as des examens à la fin de l'année ou comment ça se passe? Non, en fait, comme c'est 8 semaines, tu as un projet peut-être à rendre, peut-être des évaluations écrites. Ça dépend de chaque thème. Mais généralement, c'est un projet à rendre dans les 8 semaines. Et après ça, en fait, t'as plus, comment dire, t'es plus dans le starting block.
Et là, il y a en fait d'autres cours qui commencent. Ah, et après là, tu as les vrais Donc cours des qui cours où il commencent y où aura peut-être vraiment tu... tout, des cours où il y aura vraiment toute la promo. D'accord, ok. D'accord. Et dans les cours, juste pour comparer un peu aux autres centrales, parce que est-ce que les cours que tu vois après le starting block, c'est des cours de maths, physique, de sciences de l'ingénieur, tout ça, dans la continuité un peu de la prépa? Hmm. C'est des cours que tout le Ouais, monde doit prendre? exactement. Exactement, ok. Et Exactement. En fait, ça... Ouais. dans le premier semestre, c'est le cas. C'est le cas, en fait, pour tout le premier semestre où tu as donc des cours d'analyse d'ingénieur, donc un cours plutôt tourné vers les transformés de Fourier, tout ce qui est maths, maths analyse. Après, tu as le cours de physique moderne sur tout ce qui est donc physique, équation avec des Hamiltoniens, des trucs comme ça. Ouais. Après, tu as des cours, donc, comme tu l'avais dit, de SI, donc de MMC, ce qu'on appelle MMC aussi, c'est de la mécanique, je crois, ou Des matériaux. plutôt Un truc. c'est ça en fait. Et tu as des cours de chimie, Ouais. en fait, tu as un peu tout, et ça te permet un peu de voir à quoi ressemble en fait, d'avoir en fait une formation multidisciplinaire dans ce premier semestre. Ok. Et ça continue comme ça en deuxième année ou vous commencez à vous spécialiser? Parce que Non, si en je me fait, souviens bien, en fait, euh, ouais, ouais, vas-y. Pardon. En non, fait, ce que je crois que j'ai la tendance à vous couper parce que je j'arrive pas à prédire quand vous allez arrêter de parler. Désolé. non, tranquille. Non, c'est juste pour comparer un peu avec, parce que, comme tu le sais, j'ai fait Centrale Supélec, et du coup, j'essaie un peu de comparer les cursus. Et en deuxième année à Centrale, dans la Centrale que j'ai fait, en deuxième année, tu commences à faire la moitié des cours, c'est des cours qui sont en commun avec tout le monde. Et l'autre moitié, c'est des cours qui sont choisis. Tu peux, par exemple, abandonner complètement dans la moitié des cours la physique. Est-ce que c'était pareil à Centrale Lille? En fait, oui, c'est pareil, mais il y a aussi un truc dont j'avais pas parlé, c'est le deuxième semestre de la première année où là, en Ah fait, ouais. t'as des électifs disciplinaires où tu dois choisir six électifs disciplinaires, mais il y a en fait cinq blocs et t'es obligé quand même de choisir un électif par bloc. Et sixième, t'es libre de choisir dans n'importe quel bloc tu veux. Mais après, c'est pas automatique. C'est pas parce que tu as choisi un électif que tu vas être automatiquement affecté à ça. Tu as un classement de vœux pour tous les électifs. Après, il y a une sélection qui se fait par un certain algorithme dont personne n'a connaissance de ce qui se passe derrière. C'est vraiment une boîte noire. Mais du coup, Mais du attends. coup, ouais, du coup, tu continues sur une formation multidisciplinaire sur cette première année. Mais il y a un certain truc qui peut vraiment aider. Si tu veux faire des maths après, tu peux choisir de faire la licence L3 dans l'université de Lille à côté. Je l'ai pas Ah, fait moi, mais j'ai des amis qui ont décidé de le faire. Ah, ça serait intéressant que tu en parles parce que tu as aussi fait, pour le dire, l'université de Lille, c'est ce que j'ai dit au début. Ça serait intéressant Ouais, que tu je l'ai nous en fait. parles dans la deuxième, ouais, de l'université en détail parce que ça peut intéresser beaucoup de gens. Ouais, du coup, tu voulais poser. moi, je voulais te poser une question parce que tu as dit que tu avais 5 blocs et tu avais 6 électives. Et donc, ça veut dire quoi les 5 blocs? C'est quoi les blocs et c'est quoi les électives dans les blocs? En fait, il y a des blocs il y a le bloc en fait de la physique où tu as vraiment des cours de physique un peu plus poussés. T'as D'accord? un bloc maths info où tu as des cours de programmation, des cours de De plutôt maths. de probabilité, de statistique, donc ce type de cours-là. Et les trois blocs restants, je crois qu'il y a un bloc plutôt tourné vers la mécanique des solides. Bah, je sais pas si c'est le même bloc que la physique, mais je suis pas sûr. Et il y a un bloc de conception 3D où tu peux faire donc la conception 3D sur des logiciels et utiliser des imprimantes 3D pour avoir un rendu à la fin. Et t'as un bloc plutôt, je crois, chimie, énergie renouvelable. Mais je suis pas très sûr de ça, mais je pense que Alors, c'est comme ça en fait. je pense que ça donne une bonne idée en fait aux gens qui nous écoutent ce que tu voulais dire par bloc parce que moi je comprenais pas trop ce que tu voulais dire par bloc mais donc je vois que c'est un peu relié aux matières. Ok, je vois. Et donc en fait comme t'as pas de notes en fait dans les premières 8 semaines, donc l'algorithme random c'est vraiment random comment il allocate les gens, il répartit les gens sur les blocs et les c'est ça? C'est pas totalement random puisque tu classes les vœux. Du coup, il y a une certaine logique dans la manière dont ils font les choses. Mais on peut dire que c'est une boîte noire puisque à la fin, t'as pas forcément les électifs pour lesquels, ou lesquels, que t'as mis en fait dans la tête de ta liste.
Mais moi, par D'accord. exemple, j'avais eu 3 électifs sur 5 que j'avais mis dans le top 5 de mes électifs. Mais il y a des personnes Ok. vraiment qui n'ont pas eu de chance après ce qui concerne ça. Ok. Ok. En fait, j'imagine que il y a, parce qu'on avait le même algorithme en première année. Je pense que toutes les écoles, elles ont des algorithmes comme ça quand il s'agit de choix de matières, parce qu'il y a des matières que tout le monde veut, des matières que personne veut. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu as un score qui augmente en fonction de tes notes et de à quel endroit tu as classé la matière. Pour chaque matière, tu as un score. Et du coup, si tu classes une matière assez élevée si tu la mets dans une position assez élevée dans ton classement, tu as plus de chances de l'avoir. Et si tu as de bonnes notes, tu as plus de chances de l'avoir. Et en plus, à quel point la matière est demandée, bien sûr. C'est les trois facteurs en général qui influencent Hmm. là-dessus. Maintenant, tu as dit que la deuxième année, toi, j'imagine, tu t'es concentré plus sur les cours de mathématiques et d'informatique et de finance peut-être. Est-ce que tu as pu faire un peu de finance en deuxième année ou J'ai pu faire un peu tout ce qui est base de la finance. Bah, peut-être au début, je vais peut-être raconter comment ça se passe pour la deuxième année. Par exemple, au Ouais. premier trimestre, je pense que au premier plutôt semestre, je pense que c'est le semestre le moins chargé du cursus d'ingénieur à Centrale Lille, puisqu'en fait, t'as que 2 électifs disciplinaires à choisir. Et en fait, c'est des électifs à thème. Donc, par exemple, moi, j'avais choisi le thème sport et sciences pour le premier électif et l'autre électif, c'était plutôt du rétro-ingénierie. Puisqu'en fait, c'est des thèmes et c'est pas forcément des thèmes liés aux maths et à la physique, mais c'est des thèmes qui regroupent un peu tout ça pour qu'à la fin, en fait, tu fasses un projet où tu utilises tout ce que tu as appris dans les cours de ce thème-là. Donc en fait, Ah, tu as largement le temps par exemple pour les gens qui veulent faire ou s'inscrire dans la vie associative, je pense que ils ont largement le temps de s'investir dans leurs associations pendant ce semestre-là. Ok. Et en fait, moi, en fait, comme j'avais pas fait d'association, moi, j'avais pris la décision de faire un semestre au Master 1 de l'Université de Lille en maths appliquées. ok. Et ça, c'était le premier semestre ou le deuxième semestre? En fait, c'était le premier semestre. Mais en fait, ça rentre dans une certaine logique, puisqu'au début, je savais déjà en fait ce que je voulais faire en troisième année, c'était plutôt pour construire un dossier qui est bien rodé pour être sûr d'être accepté. Parce que j'avais pas fait la Je comprends. licence. Donc, je devais en fait mettre quelques arguments de mon côté dans mon dossier. Donc, ça veut dire que tu as fait. Pendant le premier semestre de ta deuxième année, tu étais en même temps à Centrale pour faire l'APM, enfin l'APM, les APM sport et sciences. Et ensuite, en même temps, tu étais à l'université pour faire ton M1 en maths appliquées. Oui, c'est ça en fait. Mais je pense que je suis allé au M1 pour les 2 premières semaines. Après, je suis allé passer les examens après les vacances de Ok. Noël et j'avais eu, je Ouais, pense, j'imagine. une bonne note et du coup, ça m'a permis de booster un peu mon dossier à la fin de l'année D'accord, donc tu es Ok. resté en fait seulement 2 semaines à l'université et tu as smashé les examens, quoi. Le mec trop intelligent. ouais, Non, c'est en bien fait, passé. je te J'ai comprends travaillé parce pendant que les vacances un peu et je te comprends, ça doit être difficile de gérer à la fois une école d'ingénieur, un master et avoir un bon niveau sur FIFA, quoi. Les trois en même temps, c'est pas très facile à gérer. bah, En plus, j'ai une question. surtout T'avais pour eu combien FIFA. à connaître toi-même? Ah, connais-toi toi-même. Je me rappelle même plus, mais je crois que j'avais eu un B, je pense. Parce qu'en fait, le système de notation à l'école centrale de Lille, c'est des A, des B, C, D, et c'est un F si tu as une note moins de 10. Donc Faut les qu'on A, explique à c'est notre de camarade. 17 jusqu'à 20, Ouais. les B, c'est de 15 jusqu'à 17, euh, et les C, c'est de 12 jusqu'à 15, et les D, c'est de 10 jusqu'à 12. Si tu as l'une de ces 4 notes, tu valides la matière, donc l'électif, donc tu as les ECTS qui correspondent à cette matière. Ok. Et à la fin de l'année, tu dois réunir donc les 60 ECTS pour valider l'année. Et si en fait tu as un crédit, tu pars en rattrapage pour refaire. Et rattrapage en septembre. Ok. Et moi, je voulais savoir aussi, du coup, le premier Ouais, c'est semestre, ça. tu as fait ça, et le deuxième semestre, tu es resté du coup à Centrale Lille ou. Oui, en fait, comme normalement en fait avant cette année, je crois qu'ils ont en fait modifié ça. On avait l'obligation de faire un semestre à l'étranger. Donc 6 mois à l'étranger, soit en fait en césure, soit en échange académique, donc en deuxième semestre de la deuxième année, ou en fait en stage. C'était aussi une possibilité.
Mais comme en fait, il y avait aussi un paramètre qui était rentré en jeu pendant ces 3 années dont personne ne pouvait prédire la venue, c'était le Covid. Du coup, ils étaient obligés un peu de modifier un peu le système avec toutes comment dire, les critères de diplomation pour que ça colle en fait au contexte et à la situation du Covid. Donc en fait, on n'avait plus l'obligation de faire un semestre à l'étranger, le semestre de 6 mois. Et du coup, je suis resté à Centrale-Ville pendant ce semestre. Et tu as fait des études, enfin, tu as étudié, tu as fait le programme. Ouais, en fait, le S8, donc le deuxième semestre de la deuxième année, est un peu semblable au S6. Donc, tu as le même système avec des électifs où tu dois choisir 6 électifs. Mais là, en fait, la différence, c'est que tu n'as pas d'obligation de choisir des électifs dans chaque bloc. Tu peux en fait commencer à te spécialiser dans un certain domaine, par exemple en maths info, si tu veux suivre des cours de maths info dans le troisième, ou un parcours maths info dans la troisième année. Tu peux d'ores et déjà commencer à prendre des cours plus spécialisé et plus tourné vers ce que tu veux faire dans ta dernière année. D'accord, Donc je moi, vois. j'avais Ok. pris des cours de traitement de signal, des cours de machine learning, Ok. tout ce Ok, qui est... j'ai une petite question parce que j'aimerais bien qu'on parle un peu de ce que tu as pu faire maintenant, c'est-à-dire ton métier. Et est-ce que la 3A, j'ai une question parce que si je me souviens bien, tu avais choisi une 3A qui était plutôt data science, non? C'est ça en fait. Euh, Tu as pu faire En fait, j'avais choisi le non. parcours data science parce qu'en fait, donc à Centralis, c'est le parcours où il y a le plus de maths info puisque je voulais faire ça. Je voulais en fait, j'avais ce penchant pour les maths, donc je voulais continuer sur des maths avec de l'info. Et même en fait pour le parcours, j'ai trouvé que c'était un parcours assez complet. Et, franchement, je recommande bien ce parcours-là pour tous les gens qui aiment faire des maths et de l'info. Euh, et surtout en fait que même au début de ma deuxième année, comme je vous l'ai dit, j'avais préparé un dossier pour être accepté. Donc puisque c'est le parcours le plus sélectif de l'école. Et il y a plein de gens qui reviennent césure, donc qui prennent trop de place. Donc puisqu'en fait, si tu as déjà fait une césure en data science, j'imagine que tu as un avantage sur quelqu'un qui vient d'un parcours classique où il n'a pas fait de césure, donc il n'a pas d'expérience dans le domaine. Et comme il n'y a que 20 jusqu'à 24 places, vaut mieux avoir un dossier qui est solide. Qui est en D'accord. béton armé. 24 Ouais. places pour combien de personnes? 500 personnes? Hmm, pour 250, mais je pense pas que tout le monde postule pour ce parcours. Je pense qu'il y a 80 jusqu'à 100 personnes qui postulent pour le parcours. Mais généralement, les gens Avec qui les postulent pour... césuriers donc, qui reviennent. Ok. Mais les gens généralement qui postulent pour cette 3A, c'est souvent les gens qui ont de bonnes notes en maths et qui ont passé leur temps à travailler ça, qui adorent la programmation, ce genre de profil en général. Non? Oui, oui, Ok. Ok. généralement. Moi, j'avais une question plutôt là sur les 3 ans que tu as fait à Centrale. Comment c'était la vie à Lille et tout ça? Est-ce que c'est vraiment une ville étudiante comme les gens le disent? La vie, elle est pas chère et surtout, enfin, il y a plein d'étudiants et donc c'est vraiment une ville assez vivante. Oui, en fait, lui, je trouve que c'est une bonne ville si en fait on prend pas en considération la météo au nord de la France. C'est une belle ville et c'est vraiment une ville étudiante. Je crois qu'il y a genre une statistique qui dit que à peu près la moitié des habitants, pas de l'île, mais des régions donc qui sont à côté sont des étudiants. Donc puisqu'il y a vraiment plusieurs campus d'école, il y a l'EDEC, il y a Centrale Lille, il y a l'université de Lille, il y a 3 universités de Lille. Et en fait, il y a Polytechnique, il y a plusieurs écoles là-bas. Donc en fait, c'est vraiment une ville d'étudiants par excellence. Et je trouvais en fait que, comme en fait notre école avait un campus, ça permettait d'être proche de ses amis, de se réunir rapidement, d'avoir donc de faire un planning pour la semaine, de voir. Moi, j'aimais bien jouer au foot, donc ça nous permettait de jouer un peu au foot sur le parking de la résidence, des trucs comme ça. Moi, j'aimais C'est-à-dire bien en que toi, fait tu habitais. comment l'agencement, tout ça. Mais du coup, ça veut dire que en première année et en deuxième année, enfin, pendant tous tes 3 ans, tu habitais en résidence à Lille. C'est plutôt en fait à Villeneuve d'Ascq, c'est juste à côté de Lille, c'est à 5 stations ou du métro de Lille. Ok. Ok, nice, ok. Et ça va, t'as kiffé la vie de la résidence ou pas? Oui, j'ai bien, en fait moi j'ai bien aimé en fait
comment ça, ou la vie dans la résidence, t'as en fait ton groupe d'amis qui est tout proche de toi, donc tu peux te réunir avec eux à chaque moment. Et après, il y a des activités, puisqu'en fait, c'est un grand campus, donc il y a des activités qui sont organisées par le BDS, la VDE. Si par exemple quelqu'un veut participer à ça, tu peux juste te pointer là-bas et c'est bon. Donc en fait, c'est Ok, vraiment très animé et il y a comme j'ai dit, cet avantage de proximité de tout le monde que tu as avec tout le monde. ok, ok. Ok. Toi, j'aimerais bien parler d'un certain point parce que c'est des axes fondamentaux de notre podcast. C'est un peu la différence entre les deux filières, les filières où on te donne tout et les filières qui sont plutôt autonomes, qui sont basées sur l'autonomie. Et toi, tu as un profil plutôt particulier parce que tu as fait les deux. Tu as été en école d'ingénieur en prépa et du coup, tu as été très très bien encadré avec des profs qui te donnent presque tous les cours. Mais en même temps, tu as pu faire un cursus universitaire à côté en parallèle, que ce soit en première année où tu as fait la licence, si j'ai bien compris, la deuxième année où tu as fait le premier semestre un master Mm. 1 et la troisième année où tu as fait un master en parallèle. Est-ce que tu peux Mais nous juste donner un peu pour ton... corriger, j'ai pas fait de licence en première année. Ah, tu l'as pas fait. Ok. Du coup, tu as fait le Non, non, master 1 et le master 2 dans c'est la ça. troisième année, c'est ça? Ok. Et donc, C'est ça, oui. c'est quoi ton ressenti par rapport aux différences entre les deux systèmes? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc, par rapport au système des écoles d'ingé, comparé au système des universités, c'est ça. C'est ça Ouais, ta question. ouais, Ouais, donc en fait, je trouve que moi, j'ai trouvé qu'il y avait pas une grande différence en fait entre les deux. En parlant de ma propre expérience, puisqu'en fait, déjà en école d'ingé, c'est vrai en fait que tu es un peu plus encadré puisque t'as des, comment dire, t'es dans des groupes assez réduits dans chaque électif, ouais. mais tu restes assez autonome puisque t'as des deadlines à respecter et c'est pas vraiment le prof qui va venir à chaque fois regarder ce que tu fais donc en fait, tu as des deadlines, tu dois les respecter et te débrouiller en fait s'organiser un planning dans la semaine pour en fait avancer sur toutes les matières que tu as en études. Après à l'université, moi j'étais rarement en fait présent là-bas. Du coup, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait il y a aussi cette autonomie qui est un peu plus poussée dans l'université où vraiment c'est à toi de faire le genre sonder les personnes que tu connais là-bas pour récupérer des cours, pour récupérer ce qu'il faut rendre, les TP, puisqu'en fait les profs envoient rarement des mails. Et si t'es pas présent, faut vraiment que tu aies des personnes avec lesquelles t'es proche pour pouvoir en fait savoir qu'est-ce qu'il faut rendre, ce qu'il faut rendre, quels sont les cours que tu peux avoir dans un examen, des trucs comme ça. Après, en deuxième année, dans le M2 que j'ai fait en parallèle, c'était un M2 qui était plutôt aménagé puisque c'était des cours de soir. C'était pas en fait un M2 qui est destiné aux personnes vraiment qui ont fait un parcours d'université. C'était plus un M2 destiné aux personnes qui ont fait une école d'ingé qui veulent un complément d'études dans le domaine de la finance quantitative. Et donc, c'était des cours de soir de 2 heures entre 18h et 20h ou 19h et 21h toute la semaine. Mais t'étais pas en fait obligé d'être présent si tu pouvais récupérer le cours sur Moodle, donc c'était assez. Donc en fait, tu pouvais être assez autonome sans pour autant être présent toutes les semaines ou à tous les cours. Ok. Donc Donc, je trouve ça comme ça. si j'ai bien compris, ce qui est bien à la fac, c'est que c'est plutôt basé sur l'autonomie et tu dois connaître. Bon, dans ton cas, c'était un peu à part parce que tu devais connaître les gens vu que tu n'avais pas le temps avec l'école d'ingénieur de faire le master en parallèle et d'aller à tous les cours. Et du coup, tu devais connaître les gens, mais c'est surtout basé sur l'autonomie. Et ma question, c'était plutôt, tu avais fait un Mm. master de probabilité de statistique, c'est ça? Ou de finance? Je parle de mon M2 en parallèle à la troisième année, c'est ça? Ouais. Ouais, et le M1 aussi. C'était un master, le M1 c'était un master maths appliqué Ouais. à la finance. Donc en fait, Ouais. le semestre c'était plutôt des cours de probabilité, chaîne de Markov, statistique, martingale, Ouais. Ok. cryptographie. Ouais, on avait fait de la cryptographie, de l'arithmétique. Ouais. Donc, c'était ça le programme de ce master-là. Et en deuxième semestre, il y avait une petite partie sur les calculs stochastiques, l'économétrie et des cours Ah, plutôt tournés vers la finance. Après,
dans le M2 finance quantitative qu'on peut faire à l'IA de Lille, donc à l'université de Lille, c'est plutôt un master qui va te présenter plutôt les bases de la finance quantitative sans pour autant aller trop loin en fait dans ça. Euh, Par exemple, les cours que tu peux trouver là-bas, c'est des cours de pricing classiques, donc des cours de pricing avec du calcul stochastique. Avec Black Scholes et tout ça. Des Hein. cours de, on avait des cours de, ça s'appelait théorie d'information, c'était des cours d'équilibre de nage, des trucs comme ça en fait, avec des agents sur le marché. Ouais. Il y avait aussi des cours plutôt genre, qui explorent la littérature comme la finance comportementale, ce qu'on appelle aussi les topics in finance et les topics in banking. Donc il y avait plein de cours très dispatchés, très différents en termes d'attente et de contenu pédagogique. Moi, j'ai une dernière question. C'est quand tu compares du coup l'école d'ingénieur et l'université, vu que tu as fait les deux, qu'est-ce que tu trouves sont les avantages de l'université par rapport à l'école d'ingénieur et vice-versa? Les avantages de l'école d'ingénieur par rapport à l'université. Ouais, si tu poses la question comme ça, je pense en fait que l'université, ça te permet en fait d'approfondir plus de choses en fait, puisque déjà en fait quand tu fais un master à l'université, c'est que t'as déjà en fait tu sais déjà ce que tu veux faire après et tu t'inscris donc dans un certain domaine ou certaines études qui sont très spécifiques. Alors que Ok. en école d'ingénieur, tu as en fait une multitude d'enseignements qui te permettent d'explorer un peu tout. Mais si tu connais déjà ce que tu veux faire, ça a peut-être tendance à te ralentir un peu, je pense. Donc, D'accord. par exemple, avoir un cursus multidisciplinaire sur 2 ans, si tu sais déjà ce que tu veux faire à la fin de la première année, ça peut en fait, je sais pas, ça peut te poser peut-être ou te Ça te ralentir dans ralentit, ce ouais. que tu veux faire. Mais après, mais après, en fait, c'est le système des écoles d'ingénieurs généralistes. En fait, quand tu acceptes d'intégrer l'école, tu sais d'ores et déjà que c'est comme ça. Donc, D'accord, oui. Et tu puis vas pas en ensuite, fait toi, te plaindre d'un truc que tu avais déjà connaissance avant. Dont tu avais déjà connaissance avant. ce que tu compares, c'est que tu compares la M1, M2 avec l'école d'ingénieur. Parce que tu n'as pas fait de licence, du coup, je me suis demandé peut-être que la licence, du coup, c'est aussi généraliste que l'école d'ingénieur, les 2 premières années d'école d'ingénieur, peut-être. En En général, fait, c'est pas hmm, forcément le cas parce que les licences que j'ai vues, c'est plus des cours qui sont. C'est général, mais ça reste dans le domaine. Par exemple, si tu fais des maths, tu fais que des maths pendant la licence. Tu vois les probas, les stats, tu vois de l'algèbre linéaire, algèbre générale, de l'analyse, mais tu restes dans les maths. Alors qu'en école d'ingénieur, si tu fais prépa, tu vas voir des maths, tous les domaines que j'ai cités, que tu trouves dans la licence, plus de la physique, pareil, plus des sciences de l'ingénieur, de l'informatique, donc c'est plus pluridisciplinaire. En école d'ingénieur, c'est pareil. En école d'ingénieur, par exemple, tu vas voir des maths, de la physique, sciences de l'ingénieur, de l'informatique, du développement web, tu vas tout voir. Alors que en master, c'est la question que je voulais poser d'ailleurs, tu as bien fait de la poser. Le master qu'il a fait, par exemple, c'est un master de proba stat finance. Tu sais où tu vas avec. Ok. C'est un truc très spécialisé. Alors que quand tu fais école d'ingénieur, tu vois tout. Tu vois, Et donc, c'est la question que je voulais te poser, c'est que dans le master que tu as fait, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient en licence, qui avaient fait des licences sans passer par des écoles d'ingénieurs avec toi dans le master? Ou c'était quand même très dominé par les gens qui en venaient fait, d'écoles d'ingé? hmm, en fait, est-ce que tu parles Du du master, master que je fais pendant cette année ou l'autre le master master 1, que j'ai fait en parallèle par exemple. le master 1. Le Ouais. master 1, c'était, il y avait en fait, le master 1, je pense, personne qui a fait une école d'ingé parce qu'en fait, c'est un parcours c'est pas aménagé et je crois qu'il y avait personne en école d'ingé qui avait fait ça, à part un ami que je connais, lui, il avait fait un M1 en maths fondamentale à côté. Mais la plupart des gens, c'était des gens qui venaient de la licence, donc la licence de l'université de Lille, la L3, ou des gens qui venaient euh, ou des gens qui avaient déjà fait de la prépa et qui ont fait une L3 dans une autre université. Ça, c'est par rapport au M1. Par rapport au M2 que j'ai fait en parallèle à l'école centrale de Lille, c'était destiné plutôt aux ingénieurs avec des cours de soir. Et si je parle en fait du master que Ok, j'ai fait cette année, donc le ok. master
à l'Université de Paris Diderot, donc le master de modélisation aléatoire en finance. Ça, c'est un master où tu as à peu près 60 places, qui est en fait très sélectif et qui va en fait aller piocher plusieurs élèves dans plusieurs écoles d'ingénieurs, ainsi que dans des universités, par exemple dans l'Université de la Sorbonne à Dauphine. Et en fait, pour créer une promo qui est assez homogène en termes de niveau, Ah, et ok. c'est comme D'accord. ça en fait que les choses sont faites. Ok. Et en fait, Je pense. avec un certain avantage pour les écoles parisiennes, puisqu'ils ont une convention avec ce master. Donc, Ouais. Centrale Paris, et l'ENSA de Paris et Télécom Paris, je crois qu'il y a plusieurs élèves dans le master qui viennent de ces écoles-là, puisqu'ils sont partenaires du master. Ouais. D'accord, j'ai compris. Je suis d'accord parce que les gens dans mon école, il y en avait quelques-uns qui faisaient ce master, c'était beaucoup plus facilité il y avait des aménagements. Genre, tu prenais des matières, par exemple, dans le master et t'en perdais dans l'école et du coup, ça, t'avais toujours cet équilibre. Je pense qu'on a fait un peu le tour pour le cursus, c'était très intéressant. Ouais, Je pense qu'on a. Du coup, ce qui nous reste, le dernier point qui nous reste à discuter, c'est les débouchés. débouché. Les débouchés. Très important. Alors, Amine, Ouais. j'aimerais bien que tu nous parles un peu, peut-être de ce que tu fais toi, ce que tu vas faire, et les débouchés en général, que ce soit de Centrale Lille ou de ton master. D'accord. Donc, peut-être que je vais commencer par parler de moi-même. Euh, donc, en fait, moi, j'avais fait donc un parcours de data science, intelligence artificielle à l'école. Et donc après, j'avais fait un stage donc dans une banque en data science. J'aimais bien en fait tout ce qui est machine learning, deep learning. Et en fait, pour ce parcours-là, il y a plusieurs débouchés. Donc, soit dans des boîtes de conseil où tu fais de la data analyse, de la data science, soit dans des banques où tu traites des données un peu financières ou bancaires. Après, il y a des gens qui se dirigent un peu vers la recherche, qui font du computer vision. Euh, donc le computer vision, c'est quoi? C'est tous les traitements qui peuvent être faits ou automatisés par un ordinateur en utilisant une certaine intelligence artificielle avec des algorithmes derrière ça. Il y a plusieurs gens qui se sont dirigés vers ces domaines-là. Mais après, en fait, comme la data, c'est un secteur qui est en constante évolution et puisque là, déjà, tu vois, avec toutes les inventions type ChatGPT et tout ce qui est avec, c'est un domaine en croissance. Donc, je crois que plein d'entreprises embauchent des data scientists. Dans n'importe quel secteur, tu peux trouver de l'emploi. Donc, c'est vraiment un avantage que présente cette filière-là. Après, moi, j'avais décidé de continuer sur un master de finance plutôt pour un peu plus me spécialiser dans tout ce qui est dérivés ou options, finance, pricing, donc pour faire des métiers de compte ou de trading à la fin. Donc en fait, le master de l'université Paris Diderot permet de faire ce type de métier-là, donc de travailler dans les banques d'investissement, dans les banques françaises ou européennes, ou même anglaises ou américaines, puisqu'en fait c'est un master qui a un bon réseau et donc le métier que tu peux faire, c'est par exemple faire un métier de quant dans des équipes soit de front, de modèle validation de modèles, soit de structuration, ou tu peux faire aussi du trading, soit du trading quantitatif, du trading algorithmique, du trading vanille. Mais la formation principale, je crois que c'est de faire de la recherche quantitative ou de la recherche quantitative. Après, tu peux faire tout et n'importe quoi dans un banque d'investissement avec ce type de diplôme. Ok. Ok. Et à part ça, est-ce qu'il y a par exemple des gens qui peuvent faire. J'imagine que les débouchés de Centrale Lille, c'est tous les domaines de l'ingénierie. Les gens qui veulent travailler dans l'écologie, il y a des gens qui veulent travailler par exemple Hmm. dans le conseil en stratégie. Est-ce que ça existe aussi, ça? Du management, tous les métiers En conseil, des écoles de je commerce. pense que 30 jusqu'à 40% de la promo de Centrale travaille dans des boîtes de conseil, en fait. Je crois que c'est des formations donc, comme c'est pluridisciplinaire, la fin, en fait, logique, c'est de travailler dans plutôt, une boîte de conseil ou, Ouais. je sais pas, en En fait, fait, c'est ça. parce que moi, je n'avais pas fait ça. En fait, En ouais, fait, c'est ça. juste pour parler un peu des Parce que, parcours que tu peux faire, c'est ouais. comme tu avais dit, c'est tous les domaines d'ingénierie qui partent des systèmes embarqués
la construction des matériaux durables, des réseaux intelligents, des systèmes de télécommunications et de Hmm. l'industrie 4.0. Donc, il y a plein de disciplines possibles, de métiers D'accord. ici possibles. Ok, ok. Donc, tu peux tout faire. Est-ce que tu peux faire, par exemple, euh, ouais, tu peux faire, comme on a dit, tous les métiers d'école de commerce. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé que c'était pas forcément un très bon calcul de faire une école de commerce. Parce que, je suis Mhm. désolé. Bon, ton cas, c'est un peu à part. Mais Dis-moi rien, tu sais, dis-moi, c'est bien d'avoir ton opinion. parce que tu vois, par exemple, si tu fais entre faire HEC et faire Centrale Supélec, c'est mieux de faire Centrale Supélec parce que tu paies rien. Ça te coûte 3500 balles par mois. Et tous les métiers qui sont accessibles par HEC Paris sont accessibles par Centrale Supélec ou Centrale Lille ou n'importe quelle centrale, tu vois. En Centrale, tu peux vrai, faire du M&A, je sais pas. du conseil en stratégie, tu peux tout faire. En fait, je crois que le réseau des écoles de commerce, en fait, c'est vrai que si tu compares ça à Centrale Paris, je crois qu'il y a une certaine équivalence pour en fait des indemnités ou comment dire, des frais de scolarité qui sont moindres. Mais si je compare ça à des écoles en dehors du top 5 des écoles d'ingénieurs, en termes de réseau, je crois que les écoles de commerce ont vraiment cet avantage d'avoir un bon réseau, ce qui est quand Ouais, même l'avantage des top 5 écoles d'ingénieurs. Mais ouais. je trouve que, je sais pas en fait, je sais pas, mais ouais, je crois que c'est l'avantage Non, d'une école de commerce, c'est que tu as un bon réseau dans ta sortie de l'école. ah non, non, je suis d'accord. Tous les métiers de commerce ne sont pas accessibles à tous les gens qui sont dans toutes les écoles d'ingénieurs. Il y a des écoles d'ingénieurs, par exemple, le groupe central, ça va, tu as accès à tous les métiers d'école de commerce. Tu peux faire du conseil, du M&A. Même là, maintenant, je peux switcher vers le conseil ou le M&A. Pareil pour toi. Et c'est cette différence. Mais par contre, si tu es dans une école qui est plus spécialisée, qui est moins généraliste, ouais, c'est vrai que tu as raison sur ce coup, c'est plutôt... Bon, je pense que si tu as d'autres questions, Non, moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris à pareil, ouais. travers ce que tu as dit sur ton parcours et sur les débouchés notamment. J'étais assez surpris le fait que il y avait autant de spécialités et que tu pouvais vraiment tout faire, que ce soit dans la révolution, enfin l'industrie 4.0 ou l'intelligence artificielle, ou bien tout ce qui est lié à l'ingénierie ou la finance. C'est assez pluridisciplinaire. Franchement, je pense que si j'étais encore au lycée, j'aurais fait le choix d'aller à Centrale Lille. Puis comment tu m'as vendu le truc. Mais non, merci beaucoup d'être venu et d'avoir parlé de ton Ouais. parcours. Ouais, merci Amine. Juste pour récapituler très très rapidement, donc c'est une école généraliste qui est accessible par la prépa, mais comme on l'a expliqué avant, les écoles d'ingénieurs ne sont pas qu'accessibles par la prépa. Il y a des gens qui font des cursus à l'étranger qui viennent, ou des gens qui font la fac en France et qui intègrent par les AST. Donc Mm. ça, c'est il y a 3 voies pour intégrer l'école d'ingénieur et la prépa, c'est pas la plus facile. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que c'est une école où tu fais un tronc commun en première année, tu commences à te spécialiser en deuxième année. Tu peux faire un master en parallèle en deuxième année ou une licence en première année ou un master 2 en troisième année. Troisième année, tu as plusieurs filières qui sont plus spécialisées. C'est là où tu fais la spécialisation. Tu as tous les métiers qui sont accessibles par l'école, c'est-à-dire les métiers d'ingénierie et aussi les métiers d'école de commerce. Il y a genre un grand pourcentage qui font le conseil en stratégie. Et au niveau de la vie étudiante, il y a beaucoup d'associations. Tout se passe très bien. Il y a beaucoup de soirées. Une grande facilité à faire des cours et tous les sports. Est-ce que j'ai bien résumé tout ce que tu nous as dit? Oui, je crois que tu as bien résumé. Là, tu as tout dit, Ok, je pense. ok, je pense, Mm. ouais. Du coup, on te Du coup, ouais, remercie. merci pour votre invitation. Ouais. Merci pour Merci à votre toi pour invitation les informations. pour, et pour les gens qui regardent, n'hésitez pas à vous abonner à l'école invisible pour lui donner plus de visibilité. Je pense que ça peut aider des gens. Oui, Merci beaucoup. Amine. Merci Au à revoir. Ouais. Sauf, ouais. Merci à vous. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir.